La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de cet épisode d'OVNI, épisode un peu spécial. On termine cette semaine à San Francisco avec une vue plutôt sympa. Sympa, oui, t'avais. Je suis ravi de t'accueillir, Mathieu Soulet. Oui. Tu bosses pour KT, on est dans tes bureaux. Pour les gens qui nous entendent et qui ne nous voient pas, je vous invite à aller sur YouTube, la vue sera quand même beaucoup plus sympa. Et je vais commencer cet épisode par raconter l'anecdote de notre rencontre, de la pure sérendipité. Exactement. Raconte-la de ton côté et je compléterai du mien. De ta fenêtre, t'as vu quoi? T'as vu un Français qui t'abordait alors que t'étais tranquille. Exactement. En train de manger au resto. Tu t'es dit, c'est qui celui-là? Presque, ça. On était dans la file d'attente, donc avec un fondateur allemand en fait, mais qui a fait ses études en France, donc on commençait à parler en français. Et là, on voit un inconnu débarquer en disant « Ah, il y a des Français, vous parlez français et tout ». L'Allemand poli a dit « Bon, il n'a pas répondu et tout ». Et après, on s'est revus juste après avoir commandé des burgers au Ferry Building. Et là, Arnaud a dit « Ah, je travaille pour OVNI ». Mathieu, je travaille pour KT Innovation. Il dit « Ah, mais attends, je crois qu'il y a un de tes collègues qu'on a croisé il n'y a pas longtemps, il faut qu'on se voit ». Et puis finalement, je crois que c'était lundi. Et puis tu vois, on est vendredi aujourd'hui, donc 4 jours après, le miracle arrive et on peut t'accueillir dans les locaux avec plaisir. C'est ça le rythme de San Francisco, c'est tu vois quelqu'un, si 4 jours après, t'as pas fait un rendez-vous avec lui, il n'y a pas de business? Ouais, tout à fait. Alors, ça va très vite. On peut faire des meetings ici, tu vois, en 15 minutes, 30 minutes dessus. Et c'est vrai que les gens, en fait, en termes d'opportunités, peut-être pas dans la même semaine, mais en l'occurrence, s'ils veulent dégager du temps sur les 10 jours qui arrivent, en fait, prennent le temps. Donc, il y a vraiment une capacité de sérendipité en partie, en même temps très business orienté dans le sens où s'il y a des choses que mutuellement tu peux t'apporter, tu n'attends pas 3 semaines, un mois pour essayer de faire ça. Et donc, notamment, quand les gens passent ici et que tu peux les voir en physique, c'est quand même plus sympa que faire ça en Zoom ou au téléphone. Et donc, pour rendre à la personne qui nous avait initialement mis en relation finalement l'honneur de cette série de podcasts et tout ce qu'on va avoir fait ensemble, j'ai un étudiant de Sciences Po qui s'appelle Colin Fourmentreau, qui m'a fait des shorts et qui m'a pas mal aidé à préparer ces podcasts, qui nous avait mis en relation en avril pour la première fois et qui nous avait dit ça serait intéressant que vous parliez. Je crois qu'il y avait eu un premier échange avec mon associé Augustin et puis cette rencontre par hasard. Pour les gens qui connaissent un peu San Francisco et qui nous écoutent, effectivement, on est là dans le cadre de la Deep Tech Week. Moi, j'étais sur Fisherman's Wharf et j'ai marché parce qu'il faisait très beau, contrairement à ce qu'on m'avait annoncé, jusqu'au Ferry Building où je t'ai rencontré dans ce restaurant. Et donc, très sympa de pouvoir enregistrer 3 épisodes dans vos bureaux. On est venu bosser hier, même chez vous. Oui. Donc, merci beaucoup pour l'accueil. Mathieu, t'as pas toujours vécu ici. Quand est-ce que tu es arrivé dans la Silicon Valley, à San Francisco plus précisément? Ouais, tout à fait. Alors, la première fois, c'était pour moi en juillet 2008, en fait. Donc, j'étais venu pour un premier stage de 6 mois déjà à l'époque pour l'atelier BNP Paribas. Donc, on en reparlera peut-être plus tard, mais le lab d'innovation du groupe BNP Paribas. J'avais fait 6 mois ici. Ensuite, j'ai fini mes études en France. J'ai fait 6 mois à Nantes, 6 mois en Inde. Je voulais voir un peu ce que c'était les pays émergents et la tech à Bangalore. Donc, c'était un monde différent. Et mon ancien boss de l'époque, côté BNP Paribas, m'a dit écoute, on a besoin de renvoyer quelqu'un en 2010. Veux-tu y aller? Donc, en jeune diplômé en 2010, je suis reparti 1 an dans la vallée ici. Et ensuite, j'ai fait 4 ans à Paris pour revenir plus définitivement, je dirais, il y a pratiquement 10 ans, début 2015, dans la baie. Donc, ça va faire 12 ans presque en cumulé dessus et depuis quelques mois aussi franco-américain. Donc, la double passeport maintenant des deux côtés. Mathieu a cette phrase très simple où il demande à ses invités de se présenter. Comment toi tu te présentes, comment tu te définis au-delà de ton métier, quelle personne tu es, si tu prends quelques minutes pour parler de toi? Ouais, bien sûr. Bah écoute, facilement entre guillemets, né et grandi à Paris, ce qui est parfois rare. Donc un grand fan du PSG, une très grande année pour les auditeurs cette année, pour ceux qui supportent le PSG. Après, j'ai grandi à Paris, j'ai vécu quelques années à Bayonne, donc dans le sud de la France. Il y avait déjà un petit peu de surf, je dirais, et d'océan.
à l'époque et ensuite j'ai fait, mes études à Nantes et j'ai, l'opportunité, assez sympa de partir rapidement en stage aux États-Unis. J'avais beaucoup accroché. Je suis un Je vois que Vas-y. tu étais très impliqué dans les soirées, parce que je vois, Ouais. DJ association, responsable de la musique et de l'animation. Ah, tu bien creusé dessus. Beh, ouais, quand j'étais en école, donc j'étais en école de commerce à Nantes, à Audencia. J'avais fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune. J'avais fait, du violon assez haut niveau, en orchestre et cetera, horaires aménagés et j'avais un peu arrêté parce qu'après en prépa, c'était un peu dur de cumuler tout. Mais en fait, de retour en école, il y avait, une salle, une assos de musique où il y avait des platines, en fait et le truc très sympa, c'est qu'on pouvait apprendre la journée, sur les platines et le jeudi soir, pendant les soirées, en fait, mixer avec, tous les amis. Il y avait, on était des promos de 600 personnes à peu près et donc du coup, on pouvait, s'entraîner la semaine et puis, mixer, en soirée et à Nantes, l'avantage, c'est que les boîtes, on pouvait les privatiser nous-mêmes avec la taille de la promo, De l'école. et donc on avait voilà, c'était, l'utile à l'agréable, la théorie, je dirais la semaine et puis le côté pratique et sympa, en soirée, pendant quelques années, ouais. Comme les startups, en fait. Tu Exactement, apprends et tu testes vite. tout à fait. Génial. Écoute, je savais pas que tu avais cette particularité-là. C'est en allant sur ton profil LinkedIn que Bah, je le écoute, j'ai découvre. ouais, Hem Et donc aujourd'hui, dans la Silicon Valley, ouais. depuis installé réellement, depuis, combien de temps là? Ah, ça va faire 11 ans en janvier, donc on va Voilà. dire, plus de 10 ans et demi, ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré depuis tes premiers voyages 2000, donc 8-2010? Mmh. Heu, c'est pas quand même un parcours si classique pour, beaucoup de Français de s'expatrier, d'autant plus quand on est si loin, Ouais. 9 heures, de décalage horaire. C'est cette passion pour l'innovation, pour cet environnement, pour la beauté de la vue, c'est quoi les éléments déclencheurs pour Ah, toi? c'est une bonne question. Ben en fait, c'était, il y avait deux drivers. Je suis assez mordu de technologie. Alors j'étais, pour revenir peut-être pas à la petite enfance, mais je jouais beaucoup, à des jeux vidéo, Counter Strike et cetera. Donc je m'intéressais beaucoup au PC, ou comment ça fonctionnait, la partie tech, assez curieux de nature, en fait et du coup, j'étais en école de commerce, donc en général, c'est assez loin de la tech, surtout en 2006, je suis rentré en école. J'avais une offre de stage à l'époque, 6 mois à Paris dans l'IT de BNP Paribas, donc tous mes potes de promo étaient là: «Qu'est-ce que tu vas faire? L'informatique d'un grand groupe, déçu» et en fait, l'offre, ce qui était sympa, c'est qu'ils avaient, l'accès au lab de recherche, des, grands de la tech. À l'époque, c'était des HP, Cisco et cetera et donc de fil en aiguille, je me suis dit: «Bon, pour 6 mois en école, dessus, pourquoi pas?» et en fait, le stage s'est super bien passé à Paris. Au bout de 2 mois, mon boss de l'époque me dit: «Écoute, on doit envoyer quelqu'un à San Francisco 6 mois, on doit faire une étude, sur, comment les géants de la tech, en fait, aux États-Unis innovent pour s'inspirer pour BNP, est-ce que ça te botte?» Je dis: «Ah bah, écoute, oui». Donc ça s'est passé comme ça et en fait, finalement, je suis resté assez longtemps dans le groupe, mais il y avait 2 drivers, je dirais. L'international m'inspirait ou m'intéressait et c'est vrai que j'étais assez mordu de technologie et surtout des usages, moins comment ça marche, mais comment c'est utilisé et donc du coup, la Silicon Valley s'est rapidement, mise en place et ça s'est fait assez naturellement finalement, dessus et j'ai tiré la corde jusqu'au bout. Jusqu'ici, c'est encore moins, fréquent que effectivement des corporates, poussent, vers, San Francisco. Mmh. Hem, Toi, finalement, c'est le fil rouge de ta vie. C'est-à-dire que donc tu as fait ça pour, BNP Paribas, Mmh. une longue partie de ta vie, jusqu'à arriver aujourd'hui chez KT. Hem, il y a un lien quand même assez étroit entre BNP Paribas et KT. On peut en parler. BNP Paribas est un des LP, donc investisseurs assez significatifs de KT, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc le lien, donc historiquement, BNP Paribas avait démarré, l'atelier BNP, ici à San Francisco en 2005. C'était créé en Paris, c'était, un des plus vieux, ou anciens en fait, un lab d'innovation, de grands groupes. C'était 1978, veille technologique, un des pionniers sans doute en France, voire en Europe et en fait, l'idée d'ici, c'était de comprendre ce qui se passait dans le monde de la tech et des startups, parce que finalement et c'est encore le cas aujourd'hui, ce qui se passe ici impacte finalement ce qui se passe en Europe. À l'époque, on disait qu'il y avait en 2008, c'est 2 à 3 ans d'avance. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est 12-18 mois, mais il y a encore un effet, voilà, ce qui se passe ici impacte le reste du monde dans beaucoup d'industries maintenant. C'est moins le cas en 2008 quand même, c'était plus e-commerce
dessus, paiement, etc. Aujourd'hui, on parle d'automobile, de mines, de tous les secteurs d'activité, hein, même de l'espace dessus. Et le lien commun avec Cathay, c'est que finalement, Cathay Innovation, donc, qui est un fonds d'investissement, historiquement, l'ADN de Cathay, hein, c'est les ponts entre différents pays, entre l'Europe et la Chine, l'Europe et les US, l'Europe et l'international dessus. Et donc, on retrouve beaucoup de choses où BNP Paribas, étant une très grande banque européenne, faisait aussi les ponts pour allant des startups aux grands groupes, hein, pour accompagner tout le monde dessus. Donc, il y a en effet une grande continuité. En quelques chiffres, KT aujourd'hui, ça représente quoi? Alors, c'est une bonne question. Donc, KT Innovation, c'est la partie venture capital d'un ensemble qui s'appelle KT Capital, hein, qui est un fonds de private equity. KT Innovation, c'est à peu près 2,5 milliards d'euros sous gestion. Ça existe depuis 10 ans. Premier fonds, c'était environ 290 millions d'euros. Deuxième fonds, autour de 600 millions d'euros. Et là, on vient de clôturer et d'annoncer un fonds d'à peu près 1 milliard de dollars. Alors, ça change un peu parfois comme ça en euros en taux de conversion, mais c'est à peu près ça les ensembles. Et donc, ça gère au total 2,5 milliards d'euros. Donc, on fait plutôt des tickets en ce qu'on appelle en early growth. Donc, c'est le début de croissance, ou en tout cas de croissance commerciale dessus. Donc, souvent, c'est des boîtes autour de ce qu'on appelle de la série A, A+, on va dire B dessus. Et les premiers tickets, ça va entre de 10 à 30 millions dessus. Comment on fait sur une période aussi courte, quand la taille de l'asset under management augmente aussi significativement, pour rester performant dans son métier? C'est l'internationalisation, parce que ça nécessite de recruter du monde. Ça se fait pas tout seul, d'investir et de déployer ces montants-là. Alors, pour le coup, Cathay avait vraiment démarré, c'est la culture d'origine du private equity aussi, multicontinent. Donc, le démarrage de Cathay Innovation, hein, Denis Barrier, qui s'était associé avec Mingpo. Denis était dans ses bureaux, enfin, en tout cas, pas très loin, en tout cas, c'est pas ces bureaux-là exactement, mais à San Francisco déjà. On avait déjà des personnes à Shanghai et déjà des personnes à Paris aussi. Donc, on était dès le départ. Donc, dès les 2 premières années, 3 premières années, ça a toujours été une société globale. Hein. Voilà, exactement. On avait déjà, alors, voilà, il y avait l'antécédent du private equity, hein, qui avait déjà des bureaux aussi à New York, à Munich, etc. Mais sur la partie même venture, on avait déjà 3 bureaux principaux, Paris, San Francisco et Shanghai. Donc, c'est toujours le cas. Et après, donc, en général, on essaye quand même enfin, quand on grossit en taille d'actifs, ça grossit un peu les équipes, mais on n'essaye pas que ça soit un ratio d'un à 1 quand même dessus. Mais par contre, comment ça peut se déployer plus et rester performant par rapport à la question, on se remet en question en permanence, on teste beaucoup de choses. Hein. C'est entre guillemets, nous-mêmes, on se dit, on est encore jeune, on n'a que 10 ans, donc on apprend. Et après, le succès, en fait, se mesure, on le sait, en capital risque, hein, ça se mesure sur des cycles qui sont de 8 à 10 ans. Donc là, on le voit, hein, le premier fonds qui était de 2015, on a eu plusieurs IPO, donc ça, c'est un super succès. On espère bien que... Plusieurs IPO sur quel continent? Plusieurs aux US. Donc, il y en avait une, c'était Pinduoduo, qui était une startup d'origine chinoise, mais qui a fait l'IPO ici. Une autre, plus récemment, qui était Chime, qui est dans le secteur, qui est une néobanque américaine dessus. Donc, pas mal d'exits sur la partie américaine. Et après, il y a eu quelques exits en fusion-acquisition. On avait Glovo en Espagne qui s'est fait racheter par Deliveroo. Donc, c'est entre guillemets très bien et ça retourne de l'argent au LP. Après, on est encore, je ne vais pas dire au balbutiement, mais on a le premier fonds, on en a 2 autres qui sont... Il y en a un qui est déjà déployé, l'autre qui vient justement de commencer d'être déployé. Donc, voilà, on continue à bâtir le succès, mais ça se mesure sur des temps assez longs. À quel moment dans ces 15-20 dernières années tournées vers l'innovation et les startups, tu as eu le déclic sur les sujets impact, décarbonation? Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un de tes axes, en tout cas domaine d'intérêt. Ouais, tout à fait. C'est venu comment? Alors, c'est une bonne question. Avec un déclic fort? Ouais, je dirais il y avait 2 drivers. Il y en a un qui n'était pas lié à la tech, c'est que j'ai fait beaucoup d'associatifs quand j'étais plus jeune. J'étais bénévole au Secours catholique avec les sans domicile fixe à Paris. Donc, ça m'intéressait, entre guillemets, de m'impliquer à titre individuel sur la partie donner, en fait, et donner de son temps et de son énergie. Et en fait, ce qui était le croisement des deux, c'est que l'associatif, c'est bien, mais en fait, c'est très, pour le coup, 1-to-1, c'est qu'on passe du temps et après, si on n'est plus là, il se passe plus rien. Et ce qui me fascinait dans la technologie, c'est que la technologie appliquée notamment dans la partie associative ou même l'aide au développement pouvait aider à scaler en fait dessus, vraiment apprendre, enfin ce qu'on dit souvent un peu en caricaturant, si on apprend quelqu'un à pêcher versus pêcher à sa place, ça suit. Et la tech avait ce côté fascinant où justement décorrélé en termes de croissance, on pouvait mettre 100 et ça pouvait rapporter 1000 ou 10 000. Donc j'ai passé du temps en France avec des structures que tu connais peut-être, hein, comme Make Sense, quand il crée SenseCube. Christian Van Nittet, Christian, on est toujours en
contact, il fait d'autres choses maintenant. Il est toujours voilà, très impliqué dans les parties dessus. Et en fait, du coup, voilà, c'est des choses que je faisais pas mal avant et j'avais réussi côté BNP Paribas à faire le lien. Et cette partie-là, en fait, naturellement, en travaillant pour beaucoup de grands groupes, donc dans l'activité de BNP Paribas, on conseillait aussi pas mal d'entreprises européennes et internationales. Et tout simplement, celles-là regardaient des sujets de décarbonisation, de changement climatique. Donc, j'ai pu lier l'utile à l'agréable. Donc, j'ai passé pas mal de temps, en effet, sur les parties plutôt climat ces dernières années. Tu l'as Euh, fait avant que ça devienne hype? c'est une bonne question. Alors, on peut toujours dire j'étais pionnier, et cetera. Il y a des gens ici qui ont fait de la clean tech depuis la Oui. fin des années 90. Donc, j'étais né, mais j'étais pas encore sur le marché du travail. Ici, ce qui s'est passé par contre, quand même, c'est que le sujet était quand même plus effectivement en avance de phase pour une fois en Europe. Donc, l'Europe, la France notamment, était relativement en avance de phase. On prend des grands groupes comme L'Oréal, mon ancien employeur BNP Paribas, et cetera, qui étaient effectivement assez pionniers dessus par rapport à ce qu'on voyait aux États-Unis. Et comme on bossait pour ces groupes européens, ils disaient ce qu'on regarde sur le marché américain, c'est l'électrification des véhicules, ça peut être la décarbonisation des usines, ça peut être les nouveaux packaging. Il y a 6-7 ans ici, les gens te regardaient en disant pourquoi ça les intéresse. Je dis, un, il y a du business et deux, en fait, il y a des questions de, voilà, des accords de Paris quand même dessus. Et donc, sans surfer entre guillemets sur la vague, mais en fait, je m'y intéressais beaucoup par les missions qu'on avait. Et en fait, ça m'intéressait tout simplement aussi. Et donc, de fil en aiguille, j'ai passé de plus en plus de temps, à la fois côté, je suis rentré à ce moment-là aussi venture partner sur un des fonds de climate tech de BNP Paribas, et j'étais impliqué dans une communauté climate tech ici qui s'appelle MCJ, My Climate Journey, qui existe toujours. On faisait des visites de boîtes à 20 personnes jusqu'à des happy hours à 350 personnes, donc un très gros réseau d'opérateurs. Il y avait 4000 personnes à peu près aux États-Unis. Donc j'étais l'un des 2 animateurs à San Francisco de cet écosystème-là, en fait, climate tech depuis 2022. Il y a pas mal de fonds qui ont fait du climate ou du greenwashing, enfin, et sur lesquels il n'y avait pas une vraie démarche de fond. De ton côté, c'est quoi les startups de la région de San Francisco, parce que c'est l'objectif de ces Ouais. épisodes spéciaux, euh, qui ont joué un vrai rôle. Moi, quand je parle de Mmh. startups françaises, je pense à une société comme Sweep qui a été montée par Rachel Delacour, Mmh. qui permet de vraiment mieux traquer ses émissions, ses différents scopes et de s'améliorer. Mais il y en a plein d'autres. Mmh. Vous, c'est quoi, toi, aujourd'hui, les startups qui t'inspirent et les startups climat, décarbonation que tu trouves vraiment crédibles et où c'est pas du washing? Non, alors, les pionniers ici, entre guillemets, symboliquement, il y avait Tesla, qui est né ici il y a plus d'une vingtaine d'années. Tous les acteurs du solaire, les Sunrun, et cetera, les Solar City. Donc ça, c'était, je dirais, la première vague clean tech dessus. Donc ça, c'est 2002-2015? Voilà, c'est ça. Donc ils sont nés en général au début des années 2000. Après, ils ont grossi après l'éclatement de la bulle, en fait, clean tech. Donc ça a été une catégorie d'investissement difficile pour beaucoup d'investisseurs pendant longtemps, et c'est revenu, entre guillemets, à peu près il y a 4-5 ans dessus. Et aujourd'hui, c'est des boîtes, on peut prendre différents domaines, mais ça peut être des boîtes comme Redwood Materials sur le recyclage des batteries, par exemple. Qu'est-ce que ça peut être d'autres Ça, c'est des sociétés dans lesquelles toi, tu cherches à investir, vous les regardez, ouais? Ouais, alors donc côté, peut-être avant Cathay, donc il y a un peu plus de 9 mois, côté fonds d'investissement, côté BNP Paribas, on regardait des boîtes, énergie, mobilité, Mmh. tout ce qui pouvait être, environnement, on va dire industriel, food and ag et économie circulaire, donc un scope assez large. L'objectif, c'était décarbonisation, donc tout ce qui peut permettre de réduire les gaz à effet de serre. Côté Cathay, on regarde quand même beaucoup ces sujets-là sous un angle qui historiquement énergie, mobilité, donc après il y a des questions de wording qui reviennent finalement parfois aux mêmes boîtes, hein. On en parlait juste avant. Ici, le sujet climate tech de plus en plus est rebaptisé résilience, souveraineté économique, parce que avec la nouvelle administration, ça résonne plus. Mais le fond des sujets ici, hein, c'est que si les technos permettent de faire des choses plus vite, moins cher et mieux, finalement, que ça soit climat ou pas, ça fonctionne. Et donc, dessus, dans les catégories dessus, on voit des boîtes en effet sur tout ce qui peut être énergie et mobilité. C'est quand même les deux, 70% d'investissement dans le domaine, c'est là-dedans. Et après, ça peut être des boîtes qui vont sur la partie nouveaux matériaux, du packaging, etc. Pour prendre peut-être un exemple concret pour les auditeurs, BNP Paribas, on avait investi sur une boîte qui s'appelle Chemix AI, donc qui fait de l'AI pour trouver en fait des nouvelles chimies pour les batteries.
Donc Chemix, ils sont à Sunnyvale. Le fondateur, Kailin est d'origine chinoise, a fait ses études au Canada, après a étudié à Harvard, etc. Il a bossé en laboratoire pour Cuberg et d'autres startups et trouvait que le temps de laboratoire en R&D pour les batteries, parfois ça prenait des années entre la formule et voir si ça marchait. Et donc il s'est dit, quitte à le faire une partie de ma vie, autant l'automatiser ou en tout cas l'accélérer. Et donc ils ont créé la boîte à la base en créant plutôt la partie AI et accélérer finalement la recherche. Donc en disant, si on a beaucoup de data points, on peut accélérer les simulations et les tests pour trouver des meilleures solutions et de nouvelles chimies, de nouvelles combinaisons en fait de chimie pour les batteries. Est-ce que sur toutes ces startups impact finalement, il n'y a pas un enjeu à ce que les VC revoient leur modèle? Mmh. La plupart aujourd'hui des fonds sur le marché, c'est quand même des produits de 10 ans. Mmh. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de revoir un peu ce modèle et de penser plus à horizon 10-15 ans? Parce que on le voit sur, tu citais Tesla, mais aussi Mmh. d'autres sociétés. Finalement, on est sur des temps assez longs. Ouais. Tout à fait. On peut prendre d'autres exemples, pas forcément climat, hein, SpaceX, à peu près dessus. Donc, ça rejoint des questions presque philosophiques, hein, sur la partie software, parfois hardware. Souvent, quand on parle de climat, en tout cas de choses dans l'énergie et la mobilité, on parle de choses qui se rapprochent parfois du monde physique, hein. Donc, c'est pas que des atomes, enfin, c'est des atomes justement, pas que des bits, on dit souvent ici. Et du coup, en effet, il y a une question de qu'est-ce qui est le meilleur véhicule financier. Donc ça, je dirais, les VC ont appris de la vague 1.0 où, des fois, il y avait beaucoup de CAPEX, peu d'OPEX, et en tout cas, c'était des choses qui demandaient beaucoup de financement. Donc, il y a une façon de financer ça où le VC, en général, démarre et après, il peut y avoir du project, alors, en français, excuse-moi, c'est du financement de projet, différents véhicules qui sont pas forcément du venture. Donc ça, il y a une maturité de l'industrie quand même qui s'est apparue. Et en effet, ouais, C'était vas-y. pas le cas il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit même des tours un peu Mhm. hybrides avec de l'equity startup et des espèces de facilités de financement. Tout à fait. Et l'enjeu, historiquement, on a des ventures d'un côté qui sont vraiment du capital risque pur. Il y a des fonds d'infrastructure qui, en général, attendent d'avoir des technos assez matures qui sont prévisibles. Donc, on investit de l'argent en caricaturant, quand on prend les concessions, on pense à des aéroports ou des autoroutes. On l'a construit, il y a une concession pendant pas mal d'années. En prenant une ferme solaire aujourd'hui au-dessus, on a le même système où on sait, en ayant une technologie mature, combien ça peut rapporter d'argent et donc on dérisque en fait dessus. Donc ça, c'est d'autres mécanismes de financement. Des fois, les VC amorcent la pompe, entre guillemets, notamment sur les premières itérations. Et souvent, je caricature, mais de 1 à 10, c'est du financement hybride. Et de la série 10 à 100 ou à 1000, ça dépend des types de projets. Il y a 2 types de capital, de façon ultime, hein, c'est une question de coût du capital. C'est un peu technique, mais les banques, en général, ont le coût du capital le plus faible, la dette. Et entre le VC et la dette, il y a différentes... on parle de mezzanine, on parle de financement de private equity, d'infra. Mais c'est toutes ces technologies... Enfin, c'est pas des technologies, mais des acteurs financiers qui jouent leur rôle. Et aujourd'hui, il est un peu mieux, entre guillemets, fourni aux États-Unis parfois qu'en Europe dessus. Mais il n'est pas super simple à naviguer pour les startups qui doivent, en général, passer de l'un à l'autre de façon assez sans friction. Génial. Je vois l'horloge qui tourne et on s'est dit qu'on essayait de garder des formats de 30 minutes sur ce podcast. Euh, c'est quoi tes routines en Californie qui ont fait de toi ce professionnel aguerri, accompli? Est-ce que vous avez mis en place un mode de fonctionnement qui marche bien? Finalement, l'optique de créer ces contenus, c'est aussi de donner des conseils Ouais. à des entrepreneurs qui voudraient demain venir s'implanter ici. On discutait hier soir avec un profil qui bosse dans un très joli fonds de San Francisco et qui nous dit: j'ai mis quasiment 18 ou 24 mois à avoir des amis, à être invité à dîner. Voilà, Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette implantation, des routines que tu as dû mettre en place, des relations que tu as dû créer? Alors c'est vrai que je dirais il y a une partie comme tout expatrié, les premières relations finalement historiquement on les fait où? Ça peut être par le travail, les cercles sociaux, parfois l'école des enfants aussi. J'ai un fils qui a 11 ans donc naturellement il y a des cercles sociaux qui se créent et comme ici la frontière entre guillemets «privé pro» est faible parce que beaucoup de gens bossent dans la tech, donc il y a beaucoup de liens en fait, «boulot perso» entre guillemets qui se font assez naturellement. Donc je dirais que c'est pas difficile de trouver des contacts. Après il y a des questions de culture américaine évidemment, française un peu différentes, donc c'est facile d'avoir des connaissances. Après des amis, c'est un peu différent. La routine, je pense que ce qu'on apprend vite ici, c'est
il y a une sérendipité assez forte. On peut rencontrer des gens. Ce qui est fascinant d'ailleurs, hein, c'est que les gens changent très vite de boulot, de faction. Donc, je dis souvent ici le network, pourquoi les gens sont aussi, c'est pas que altruistes en disant je veux faire la sérendipité pour le cas, ouais, pas. C'est que souvent, ce que j'explique, c'est que quelqu'un que je rencontre aujourd'hui, il pourrait être mon client, mon boss, mon investisseur ou quelqu'un qui bosse pour moi. Et les gens ici, en fait, les parcours de vie, notamment professionnels, changent beaucoup. Et donc, finalement, quand on est dans une même industrie, que c'est un petit monde, on ne sait pas finalement, est-ce que demain on sera à côté, au-dessus, en dessous, ou dans une relation dessus. Mais du coup, ça crée une relation interpersonnelle intéressante, c'est que les gens créent des contacts individuels. Comme ils se font aussi parfois virer de boîte ou qu'ils changent de boîte souvent, ce réseau humain en fait se tue. Donc ça, c'est une vraie force ici. Et les gens sont prêts à prendre des cafés ou du temps dessus. C'est très business en termes de routine. Et après, dans la vie perso, en fait, les gens ont quand même un rythme, c'est pas New York ou Paris, entre guillemets, ça s'arrête assez tôt ici, souvent 17h, 18h. Alors parfois, on commence tôt, hein. Ceux qui bossent avec la côte Est ou l'Europe, ça peut être à 6h30, 7h du matin. Pourquoi en fait? Ouais. C'est un héritage de quoi ce côté, je me couche tôt et Ouais, je sais pas, c'est ouais. 8h, 21h ou 22h? Je pense qu'on est vraiment dans la culture de la Californie, déjà de la Californie du Nord, hein. Los Angeles, c'est pas pareil. Ici, les gens, en caricaturant, mangent tôt, hein. La plupart des Américains mangent à 18h, 18h30. C'est Oui, là que c'est le pic des restos hier ou ici. avant-hier, on était au resto à 19h, 19h30, on voyait que tout était fermé, Ouais, hein. les cuisines ferment à 9h, parfois à 10h le week-end, mais dessus. Et donc, entre guillemets, les gens se mangent tôt, se couchent tôt, se lèvent tôt dessus. C'est plutôt une routine, entre guillemets, qui est relativement assez centrée sur l'individu quand même ici, et sur le bien-être dessus. Contrairement à des villes comme New York ou Los Angeles, où c'est plutôt une culture work hard, play hard. Ici, en fait, les gens tuent. Donc, c'est un équilibre de vie qui est plutôt sympa, notamment quand on a une famille, en fait, hein, dessus. Après, voilà, c'est pas forcément pour les fêtards, c'est pas ici que ça se fait, ouais. Très clair. Si on reboucle sur KT avant de terminer cet épisode, c'est quoi vos enjeux une fois que vous avez ce milliard deux? Comment vous vous répartissez entre les différentes entités? Ouais. Vous avez des comités d'investissement en commun? C'est des Mmh. comités d'investissement séparés? Que qui doit écrire à KT et à quel moment? Est-ce que c'est à la série A? Est-ce que c'est avant la série A? Ouais, c'est une bonne question. Donc la 1re question, je dirais, pour faire simple, si vous êtes, un entrepreneur ambitieux et qu'il y a des choses que vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter, quel que soit le stage. On est toujours prêt à rencontrer puis à rendre service dès le départ. C'est vraiment la culture, voilà, rendre service avant tout et après, si on peut faire, de l'investissement ensemble, tant mieux, mais il n'y a pas de dessus. Après, nous, on investit sur le fonds principal, plutôt voilà, autour de la série A, A+, grosso modo sur la majorité. On peut faire un peu de seed plus, mais voilà, en pré-seed, seed, c'est trop tôt pour nous en investissement, pour répondre à la question, directement. Et après, comment ça se fait? On a un deal flow, c'est pour le coup commun aux différentes géographies. On a un deal flow meeting tous les mardis matins. Ici, c'est 6h30, c'est un peu plus tard. En Europe, c'est 15h30 et en Asie, c'est un peu plus tard dessus. Mais il y a vraiment un partage de practice dessus. Et après, évidemment, ce qui joue un petit peu, c'est que comme on a des équipes donc à Paris, San Francisco, Shanghai, Singapour, Berlin et Mexique, hein, donc ça vous donne un peu la couverture géographique de Cathay. Là où la startup se situe, c'est là en général que les équipes prennent le dossier en priorité. On se connaît tous très bien, donc et voilà, vous pouvez rentrer par San Francisco par mois pour aller à Paris ou Shanghai, il y a pas de problème là-dessus. Et après, souvent, le dossier sera traité en partie en local. Et il y a une question après d'expertise industrielle où on se partage les sujets quand il y a des sujets qu'on connaît plus l'un ou l'autre dessus. C'est quoi, toi, tes sujets de prédilection, les compétences que tu as développées ces 20 dernières années? Moi, c'est historiquement donc beaucoup de services financiers, donc banque, assurance, paiement, tout ça. Donc ce qu'on appelle fintech ici. Et après beaucoup, comme tu le disais, climate tech. Donc je mettrais énergie, mobilité, climat au sens large dessus. Donc c'est un peu mes deux grands pools de compétences. Mon associé Mathieu Stéphanie, il a cette question dans ses podcasts qui revient régulièrement, donc je suis pas très original là-dessus. Mais quel conseil tu te donnerais si tu avais l'occasion de voilà, te glisser ça à l'oreille il y a 15-20 ans, avant toute cette carrière dans le VC chez KT? Moi, je dirais premier, n'aie pas peur et voilà, prendre des risques en étant jeune, enfin, il y a que du bénéfice, dessus donc
beaucoup d'étudiants m'appellent encore aujourd'hui en me disant: «Est-ce qu'il faut que je fasse, plutôt une banque versus une start-up versus un grand groupe?» Dessus, je leur dis: «Écoutez, prends un truc déjà, qui t'intéresse et te passionne, parce que quitte à se lever le matin, c'est quand même plus sympa». Donc ça, je dirais, c'est le premier conseil, presque d'ami. Et après, je dis souvent, voilà, voyez-le faut le voir à 5 à 10 ans, c'est l'important, c'est la direction, le point de départ dessus. Et souvent, voilà, l'international peut être aussi une expérience sympa. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué ici, c'est qu'on peut prendre rapidement des responsabilités et progresser très vite dans les boîtes, ce qui est parfois plus dur. En tout cas, dans le monde que j'avais connu il y a 15 ans en France, parfois dans le monde corporate notamment, c'était plus dur de pouvoir progresser assez vite dessus. Et ici, alors c'est à double tranchant, hein, si ça se passe très bien, on monte. Si ça se passe pas très bien, la porte peut être rapide. Mais en fait, voilà, on peut avoir sa chance et donner sa chance à quel que soit l'âge et le talent. L'important, c'est de faire ses preuves sur le terrain. Qu'est-ce qui te passionne particulièrement 15 ans après dans cette industrie et qui fait que, comme tu dis, tu te lèves le matin avec cette énergie et si tu devais retenir un seul souvenir, un deal, une opération, ça serait quoi? Ouais, je dirais ce que je retiendrai, sans doute, hein, c'est, l'un des plus beaux souvenirs finalement, on avait accompagné, BNP Paribas finalement sur, une opération avec Chime à l'époque, qui était un investissement de Cathay. Donc c'est voir la boucle en fait dessus sur, le lien qu'on peut faire finalement entre, start-up et corporate. Donc ça, c'est sans doute un très bon souvenir il y a quelques années. Et finalement, qu'est-ce qui me passionne toujours? En fait, ce qui est, passionnant dans le sujet de VC, notamment chez Cathay, c'est on passe de la banque à la mine en passant par, des sujets internationaux. On a des collègues, hein, en Chine, en Espagne bientôt, en Allemagne et cetera. Donc on est dans un bain en fait, culturel et de sujets qui est relativement, passionnant. Et en fait, plus on crée de connexions, plus l'effet réseau, c'est vraiment le network effect, aller dessus. Plus on est «gros» entre guillemets en termes de taille critique et plus on a de gens dans le réseau, plus la qualité et le bienfait qu'on peut créer du réseau est forte. Et c'est vraiment, voilà, de façon humaine, le percevoir et y contribuer, c'est vraiment, exaltant. Génial. Où est-ce qu'on te contacte? Sur, Twitter, sur LinkedIn, sur X, Heu désormais? Alors tout est possible. Le plus simple, si vous voulez, c'est prénom.nom@cathay.com. LinkedIn marche aussi si c'est plus rapide, dessus. Et souvent je réponds assez vite en général. Et toujours un plaisir de faire un call rapide d'introduction et d'aider si possible. Génial. Vous m'avez offert un livre, Ouais. que j'ai pas ouvert, mais que je vais, prendre, avec moi dans l'avion retour, et commencer à lire. En dehors de celui-là, j'ai perdu le nom, mais je mettrai les références à la fin de l'épisode. Hem, un livre ou une ressource que tu offres souvent et que tu aimes recommander? Alors, le livre en question, il s'appelle «La vallée du silicium», si tu veux le retrouver. Et l'autre, ce que je dis souvent, enfin, alors je suis assez passionné historiquement d'histoire et de géographie indépendamment de la tech. Et il y a 2 livres, je retrouverai les ressources si tu veux, pour la suite, sur l'histoire de la Californie, en fait, où indépendamment de la tech, hein, le sujet des pionniers, sur l'or et cetera, enfin, dans la culture de San Francisco, en fait, quand on relit l'histoire et cetera, il y a des choses qu'on comprend, assez vite, hein. C'est la dernière frontière, on est physiquement à l'ouest, hein. Après, c'est le Pacifique et il y a plus grand-chose quand on conquiert dans la conquête de l'ouest. Il y a la ruée vers l'or et cetera, mais en fait, on retrouve cette culture, un peu de pionnier, défrichage, qui finalement, plusieurs centaines d'années après, en fait, on comprend beaucoup de choses ici. Donc, je dirais Ce que tu dis, modestement, c'est que finalement, aujourd'hui, nous, on a très peu de recul finalement, parce mmh. que on voit ça à l'échelle de notre génération, donc quelques dizaines d'années, mais qu'il y a des fondements beaucoup plus profonds. Ouais, Il y a ouais. une histoire, Non, il y a une histoire, là, il y a une géographie qui est pas neutre, hein, c'est, à l'autre bout du monde, c'est un endroit assez magique, dessus. Et ça a quand même son charme déjà dessus. Et après sur la culture finalement de prise de risque, de rapport au temps et cetera, ça peut être déconcertant, hein, des Européens ou des Français parfois quand ils bougent ici, c'est, voilà, il y a le décalage horaire là-dessus. Il y a aussi la culture évidemment, hippie qui a joué son rôle dessus, le rôle de la défense, tout ça. Mais voilà, je vous incite, en dehors de on peut lire plein de livres sur les tech et la VC, mais l'histoire de la Californie ou de ce qui s'est passé de cette partie du monde est assez fascinante et explique beaucoup de choses aujourd'hui. allez, le dernier conseil, tu parlais du décalage horaire. Je vous disais que, j'avais très mal dormi, que c'était très compliqué pour moi de m'y faire cette semaine, Ouais. avec, malheureusement des assemblées générales en France, en pleine nuit, des choses comme ça. Heu, je suppose et on en a parlé que
vous êtes amené quand même à voyager régulièrement aussi vers la France, dans un groupe mondial comme KT. Comment tu tiens le choc sur ces déplacements, sur ce rythme de vie qui est intense finalement? Voilà, comment toi, tu Ouais, gères tout ça? alors, c'est vrai que enfin, 2 chances que j'ai, je dors très bien, notamment dans l'avion, donc j'arrive à dormir quand je vole et après il faut juste, accepter qu'en fait, voilà, le jet lag, quel que soit, l'âge entre guillemets, 9 heures décalage, on peut pas le récupérer en un jour. Donc faut juste accepter en général le conseil d'amis, c'est de vivre au rythme du soleil, hein, c'est, sortir surtout quand enfin prendre de la lumière au maximum et après, c'est un peu comme les coqs, hein, quand il fait nuit, se coucher et se lever en même temps. Heu, la nature est imparfaite dans le sens où tout le monde n'est pas égal dessus, mais faut accepter dans l'autre sens que, en effet, en voyageant avec beaucoup de décalage horaire dessus et après, voilà, certains sont du matin, d'autres du soir donc dans le rythme de travail, avec mes collègues, moi je fais plutôt l'école avec l'Europe, d'autres font parfois plus l'école avec l'Asie. C'est mieux de pas bosser avec 3 zones si possible et après dans notre cas, on a quand même des calls communs parfois aux 3 zones. Et peut-être sur ce dernier point-là, comment vous vous organisez d'un point de vue technique, chez KT? Mmh. Typiquement, on se faisait la réflexion avec notre directrice financière Laure qu'on n'avait pas suffisamment, nous, chez OVNI, anticipé, Mmh. bloqué des plages horaires en avance, alors qu'on voit bien que finalement vers, 11 heures du soir ici, ben, on peut faire la petite visio qui va bien, qui va débloquer, l'équipe à Paris qui elle, est en train d'attaquer sa journée. On voit bien que, si on se lève, un peu tôt, vers 6 ou 7 heures, on peut aussi, Ouais. encore faire un point rapide avant que, les gens break, vers 19-20 heures. Enfin, c'est quoi là-dessus vos secrets, chez KT? Comment vous êtes, Ouais, organisés? on a une culture assez forte, dessus. On se réunit quand même en général, pour les partenaires en tout cas minimum, 2 à 3 fois par an, d'ailleurs physiquement donc alors on va pas de temps en temps à Paris, des fois à San Francisco, des fois à Shanghai, dessus mais il y a quand même une question de culture aussi de se connaître déjà avant tout. Il y a combien de partenaires chez KT? C'est une bonne question. Alors sur la partie VC, on doit être une quinzaine au total, D'accord. dessus, et après on a la partie, private equity où il y en a d'autres, mais pour donner un peu dessus et après je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la question de, on peut pas enfin voilà, on est, pratiquement une soixantaine. On peut pas tous tout connaître sur tout le monde tout le temps. Donc il y a faut accepter entre guillemets que dessus et je dirais qu'il y a la culture du live donc pas hésiter le one to one, la sérendipité entre bureaux, les liens interpersonnels et après il y a beaucoup d'asynchrone. Quand on a 3 zones géographiques, Donc ça veut dire c'est quoi? pas les Beaucoup mêmes d'écrits? beaucoup d'écrits, ça peut être des petits messages, individuels dessus, mais d'accepter que tout le monde ne réponde pas dans l'heure et il y a des questions, on l'apprend aussi, hein, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes jours fériés, des fois le vendredi ici, c'est déjà, le samedi en Chine et vice versa. Donc aussi il y a une certaine flexibilité. Donc ça, on le fait assez bien, on peut prendre des calls aussi, parfois le week-end ou en vacances, c'est pas on bosse pas tous jusqu'à 3 heures du matin non plus, mais faut avoir une certaine flexibilité dessus, Mmh. et après on s'y retrouve, mais entre guillemets, il faut aussi, dans une culture internationale, se rappeler que de l'autre côté, beh, parfois, si c'est la vacance ou le nouvel an chinois, on va peut-être pas faire le call dessus et en tout cas anticiper aussi sur quand c'est les grands mondes. Voilà, pour les Américains sont toujours, surpris que parfois en août en France, c'est un peu moins réactif dessus, alors Ouais. qu'ici ça bosse pas mal. Et moi, j'ai souvenir d'avoir forcé, des gens aux US et de pas avoir fait attention, à participer à une visio, pendant Thanksgiving et Ouais. ils étaient pas très contents, d'être, en visio et peut-être, allez, dernière, question bonus rapide. On discutait hier soir avec un fonds de la Vallée où il disait que le critère pour devenir partenaire, c'était d'avoir, été la personne qui a sourcé ou qui a, trouvé une licorne. C'est quoi la règle chez KT et et c'est quoi le chemin d'accès pour, les générations? Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast. Je vais pas te Ouais, tout à fait. mentir, Mmh. Mmh. on la tranche d'âge 18-35 est quand même bien représentée. Ouais. Donc comment ça marche chez vous? Alors, il y a les 2 options entre guillemets, soit, c'est une carrière dans un fonds, dessus donc dessus, soit il y a le sujet, dans les VC en général, on a été, operating enfin voilà, opérateur en français, excusez-moi, bosser dans une start-up, une scale-up et autres. Moi, typiquement, j'ai un parcours un peu différent, j'étais plutôt, en corporate, alors je faisais de l'investissement en partie, mais dessus. Donc il y a pas forcément un parcours unique, chez Cathay, on a à peu près les 3 modèles, certains qui étaient là en associé qui sont partenaires, hein, c'est le cas de Simon qui est ici, d'autres qui sont rentrés après avoir, fait le monde start-up, d'autres comme moi dessus. Donc il y a pas forcément un parcours linéaire dessus. Je dirais, voilà, enfin pas l'obsession, mais entre guillemets, tout vient à qui sait attendre. C'est vrai que la culture de la vallée, on essaie d'être associé à des deals. Après, on sait très bien,
quand on est un junior dans une équipe un peu plus large, le sourcing qui a fait le deal, etc., c'est parfois compliqué. Oui, c'est toujours compliqué de savoir est-ce que c'est la marque de la société de gestion, est-ce que c'est le réseau historique, est-ce que c'est... Enfin... Voilà, l'attribution individuelle est parfois compliquée. Donc, en général, le plus simple, c'est que si on était plus junior dans une boîte, on grandit avec la boîte. C'est souvent le parcours le plus classique. Et après, il y a l'autre parcours qui est plus, on a fait une carrière différente et parfois exceptionnelle ou pas dessus, et on rentre en niveau plus senior. Il y a pas de bonne réponse, enfin, de mauvaise voie, je dirais. Et après, ce que je dis souvent là, dans les parcours de carrière, on peut toujours dire, j'aurais fait autrement. Faites ce que vous savez mieux le faire et ce que vous aimez faire. Et puis, à un moment, si c'est votre rêve dans la vie d'être partenaire dessus, faut juste rappeler qu'en venture, ce qui est quand même différent pour un opérateur, souvent, c'est qu'on est par définition portfolio. Enfin, on regarde beaucoup de boîtes différentes. On n'est pas sur un seul sujet en même temps. Et il y a des gens qui sont assez déconcertés parce que quand ils étaient dans une boîte en start-up, notamment pendant 5 ans sur un sujet donné, on est moins aux manettes, objectivement. On est plus dans du coaching ou une stratégie de portefeuille. Donc, c'est aussi une question de tempérament. Tout le monde n'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément heureux en fait de faire de l'investissement. Ouais, moi, le dernier point que je peux partager, c'est quand je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale, business angel, accélérateur de start-up et VC, j'avais aucune idée que c'était des temps aussi longs, Ouais. des boucles de quasiment 10 ans, et ça peut être un peu frustrant. Et donc cet accès au partnership, effectivement, peut, je voyais un article encore ce matin qui en parlait, décourager une partie des aspirants candidats à ce poste-là. Nous, la discussion qu'on a en interne, parce que le but de ce podcast est de partager un peu les coulisses de la société de gestion, c'est de dire que finalement, l'enjeu pour un profil d'investisseur qui veut devenir partenaire est d'être capable de lever des fonds. Ouais, alors, il y a ce critère de 15 millions par partenaire. Je pense pas que ça vaille le coup d'être rigide. Et puis vous, sur des fonds à plusieurs milliards, dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. Mais en fait, de vraiment maîtriser les éléments clés du métier. C'est-à-dire être capable de sourcer, être capable de faire un deal de bout en bout, être capable de lever des fonds, être capable d'avoir des discussions assez directes, assez franches avec d'autres partenaires VC. Donc c'est une seniorité. Et comme tu dis, il n'y a pas un critère, et c'est plus une évaluation et une discussion à avoir entre différentes parties prenantes. Ouais. Mathieu, merci beaucoup. De rien. C'est marrant, je me revois dans l'avion aller à San Francisco discuter avec une personne qui vendait des robots, un ingénieur chez Stripe, et je me disais quand même c'est incroyable, et j'ai pas forcément le genre de discussion et de connexion sur des vols quand c'est pas en direction de San Francisco. Et quelques heures après, le lundi, tomber sur toi, ça restera, je pense, un souvenir assez marquant qui nous a permis d'enregistrer 3 épisodes dans un cadre assez extraordinaire. Donc un grand merci Katé, un grand merci à toi. Ouais, de rien. Et j'espère que l'épisode qu'on a enregistré ensemble plaira aux milliers d'auditeurs qui nous font confiance et qui aiment découvrir des personnalités, même si la tienne est assez visible. Je crois que tu as fait plusieurs centaines d'interviews, des chroniques sur BFM, donc tu es une figure très connue de la Silicon Valley et du Private Equity Venture Capital. C'est comme ça qu'on peut conclure. Exactement. Mais en fait, c'est un grand plaisir, et ça ne sera pas le premier, j'espère, ou le dernier, mais tu peux refaire des podcasts quand tu veux ici. Vous êtes les bienvenus. On est toujours ravis de faire les ponts entre les Français, la Silicon Valley et les Européens. Donc, n'hésite pas à revenir quand tu veux, ou les boîtes du portefeuille. On a toujours du café au chaud ici pour les gens qui veulent attaquer la vallée. Merci Mathieu. Merci à tous de nous avoir suivis, écoutés lors de cet épisode. Et puis à très bientôt. Au revoir.